Bonsoir à tous. J'attends encore quelques minutes avant de commencer parce que je vois que les gens se connectent au fur et à mesure. Donc, j'attends que le nombre de participants se stabilise et puis nous démarrons notre conférence de ce soir. Bon, moi, je crois que nous pouvons démarrer et que les quelques personnes qui ne sont pas encore connectées ne vont pas tarder et donc ne louperont pas l'essentiel de notre débat. Donc, bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler, pour échanger sur un thème extrêmement important, la question de la sécurité des réseaux 5G, le prix des incertitudes. Je remercie également nos intervenants qui sont là ce soir. L'équipe de BIGS d'abord, BIGS qui est un institut, j'ai traduit, je ne me permettrai pas de le prononcer en allemand, donc j'ai traduit en français, vous m'en excuserez, mais ce serait tellement atroce en allemand que j'aurais honte. Donc c'est un institut brandebourgeois pour la société et la sécurité. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tim Stuchtey, directeur exécutif donc, au BIGS, qui nous fera le plaisir de faire l'introduction de cette conférence et de BIGS également. Bonsoir Johannes Rickman, vous êtes Senior Research Fellow au BIGS. Bien évidemment. Philippe Laurier, j'accueille également et je le remercie d'être là, qui est chercheur en intelligence économique. Et enfin, Charles, qui n'est pas directement physiquement avec nous, mais qui est derrière son écran. Charles Thiboux, chercheur associé à l'IRIS, doctorant de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Senior Research à la Joint European Disruptive Initiative. Donc, si je voulais parler pourquoi nous nous retrouvons ce soir, alors nous nous retrouvons ce soir pour débattre de ces sujets d'une haute importance, que le déploiement des réseaux 5G, d'une haute importance également pour le public français, puisque le nombre d'inscrits à cette conférence était somme toute très important, et parce qu'on sait que les Français se questionnent. Là, pour pouvoir envoyer Se questionne beaucoup dès qu'il est question de technologie, de nouvelles technologies, sur les conséquences que ça peut avoir, l'impact que ça peut avoir. Alors ce soir, nous nous poserons la question du coût potentiel d'un réseau 5G qui ne serait pas totalement sécurisé. Et cette question, elle a été posée en fait par le BIGS dans le cadre d'une étude qu'ils ont menée avec un certain nombre de partenaires sur cette question pour le compte de l'ambassade des États-Unis. Donc cette étude, elle est construite et ce projet est construit autour d'un policy paper. On vous en poste le lien dans les minutes qui suivent si ce n'est pas déjà fait. J'ai pas eu le temps de vérifier sur la plateforme ce soir. Vous pourrez la récupérer également. Vous pourrez récupérer cette étude, ce policy paper sur notre site internet, sur la page qui est dédiée à l'événement de ce soir, dès demain matin. Donc, ce projet est construit autour de ce policy paper qui étudie ce coût et puis d'études pays qui analyse ce coût plus précisément dans le cas de 4 pays, l'Allemagne, l'Italie, la France et le Portugal. Je pense que je ne me suis pas trompée, je n'ai pas oublié de pays. Et de la même manière, l'étude France sera mise à votre disposition dans quelques jours. Pour pouvoir y accéder. On vous a mis également sur la plateforme aujourd'hui de notre conférence le lien vers la page du projet BIGS pour ceux qui voudraient aller plus loin après notre conférence. Et je vous précise, et puis je m'arrêterai de parler pour céder la parole aux personnes qui ont des choses à dire sur ce sujet ce soir, qui connaissent bien mieux ce sujet que moi. Je vous précise que cette conférence est enregistrée, qu'elle sera disponible dès demain pour nos adhérents sur la page dédiée à cet événement, d'ici une dizaine de jours pour tout le monde, pour toutes les personnes qui voudraient se connecter et suivre cette conférence. Et je vous précise également que vous pouvez poser vos questions, enfin pas poser directement, on ne vous cédera pas la parole, c'est pas possible, mais par contre vous pouvez les poser, vous avez un onglet discussion, posez vos questions, n'hésitez pas, nous laisserons la place à vos questions et nous essaierons d'y répondre avec autant de précision que possible. Alors je cède tout de suite la parole à Tim qui va nous dire quelques mots en français puis passera à l'anglais très rapidement. Merci, merci Sylvie et merci à Iris pour la
invitation. Malheureusement, je parle seulement un petit peu français et pour ça, je pense que c'est mieux pour tout le monde et pour moi. Si je parle en anglais, j'espère que c'est OK pour vous. Well, so thank you. Thank you for the invitation. And once again, sorry that I have to do this in English. Everyone else will speak French later on. So 5G is a new technology that some of us, especially in the big cities, have experienced already on our phones. And we experience the new speed that is available when we are watching movies or on YouTube or Netflix or anywhere on our cell phones or iPads. But there has been a big discussion in Europe, in basically all of our countries, and of course in the rest of the Western world, whether or not it's okay to use untrusted technology when building these networks. And at BICS, together with a really pan-European team of researchers coming from not only Germany, but also France, Italy, and Portugal, we try to measure the costs of including untrusted vendors in 5G networks for our individual societies. And what we came up with was a qualitative study where some of the cost blocks we tried to measure, to calculate, and the results are all in this policy paper, which we have now published in all 4 languages. So, no, all 5 languages, Italian, French, Portuguese, German, and of course, English. And we did so with the financial help of the US State Department. So what have we tried? How can you measure trust or untrusted technology in a critical or maybe even super-critical infrastructure? Let me first pose a very, this is not moving on. Let me first pose a rhetorical question to you. Normally, if we were to meet in person, I would ask you to raise your hands, but can you remember when you switched from 3G to 4G? When I was asking myself that question at the beginning of this project, I couldn't. And I actually had to do research on when did Germany, or most of German mobile network operators, switch to 4G, because it wasn't such a big deal. It was, downloading files was a little faster when you checked your emails, or you did not have to buffer and wait until you watch your little movie on your phone. But that was about it. So the experience of using your smartphone became a little nicer, but it wasn't anything revolutionary. With 5G, that is different, because 5G is actually not a technology that will make our user experience as people who use iPads or smartphones, it's not making that experience so much better. It is an infrastructure that is in particular used for the Internet of Things, for machines communicating with one another. And that makes it so much more critical than just a new generation of mobile phones or mobile networks that's a bit faster. So I guess, you have to do that. So, sorry. So how do you measure the costs of untrusted vendors in 5G networks? How do you measure trust? Well, the sociologists among you
will come up with fancy concepts, how you can put out questionnaires and try to measure trust. Since most of us, at least here on the panel, are economists, we try to do a little different approach. And so trust was kind of fuzzy and difficult to measure. So we instead used the rule of law, because when you're a merchant and you do your contract, you agree on something, you shake hands and you say, this is how we do it. If the contract doesn't work out, or the two sides of the contract are in disagreement over whether or not you have been treated fairly, the usual safety net is you can go to court. You can try to get your rights through the judicial system. So the rule of law is of importance. And when you look at the market for 5G technology, it's interesting to see that there are, of course, more than you see here, but there are 5 major suppliers. One is Ericsson from Sweden. One is Huawei from the People's Republic of China. Nokia, number 3 from Finland. Samsung, kind of a newcomer in the field from South Korea. And ZTE, of little importance in most parts of Europe, but coming also from China. If you look at the rule of law index, and there is an index for almost everything out there in the research world, then you see that these countries do quite differently when it comes to the rule of law. Maybe not surprisingly, our Scandinavian European friends are doing exceptionally well, actually better than Germany or France. So if you have a disagreement, you can always go to court in Sweden or Finland, and if you can convince the judge, you'll get your rights and you get what you deserve. You get the money or whatever it is to compensate you for the wrongdoings. That is majorly different in China. Just think of what it would take to go to court in China and say, well, I feel treated unfairly by this Chinese company who, you believe has treated you wrongly and has not followed the agreement you had with them. So, and we see that we have plenty of those disagreements with China. There are many, many cases that you can read about in the papers where there have been cyber attacks that have been attributed to China for stealing sensitive information from companies, but also, of course, from our governments. And therefore, it does make sense to think about how trustworthy a network will be when you use untrusted technology to build it. And that's what we are trying to measure here. And that's everything I have to say in English. And then I pass it on to my colleague Johannes, who's doing so much better in French, and therefore he will switch to your language. So again, sorry. So this slide, yes, thank you. Merci bien. Alors, qu'est-ce que c'est la sécurité impliquée en manière des réseaux 5G? Ce sont 4 dimensions: confidentialité, intégrité, disponibilité et sûreté. Le premier, c'est la confidentialité. Ça signifie une limitation de l'accès et des restrictions sur les informations. C'est rompu dans le cadre de l'espionnage industriel ou pour d'autres raisons d'écoute clandestine.
elle est souvent affectée par les violations de la propriété intellectuelle ou de la vie privée, par instance, et la valeur des données ou informations augmentant dans une économie numérique, la valeur de la confidentialité augmente également. L'intégrité est liée au risque de manipulation de contenu. La modification malveillante des données corrompt les ensembles de données et peut, par exemple, saboter la qualité des produits dans la fabrication industrielle 4.0, perturber l'entreposage et la maintenance, etc. Il est bon de savoir que les machines fonctionnent, mais il est encore plus important de savoir qu'elles produisent ce qu'elles sont censées produire. La disponibilité signifie que le réseau est opérationnel. Le réseau peut potentiellement être bridé par des parties malveillantes de manière progressive. Des ralentissements temporaires ou locaux ou régionaux sont concevables et même des interférences sévères allant jusqu'à l'interruption complète du réseau, comme si l'on appuyait sur un interrupteur dans le cas d'une escalade de conflits internationaux. La différence entre sécurité et sûreté, c'est comme en anglais security et safety, et que la sécurité est la protection contre les menaces délibérées, tandis que la sûreté est l'aspect de la protection contre les menaces involontaires et les menaces provenant de l'intérieur d'un système, par exemple les dysfonctionnements, des accidents, etc. Alors, qu'est-ce que le cas plus grave, qu'est-ce qu'on pensable? Les coûts évidents causés par la présence d'un équipementier malveillant dans le réseau 5G, excusez-moi, c'est probablement le blackout totalement, le blocage de la production économique pour quelques jours. Et quand on prend l'exemple d'Allemagne, on peut calculer ça. La Banque fédérale a estimé que une réduction d'un pourcentage, un point de pourcentage de travail va diminuer la production ou le PIB à environ 0,3%. Ça veut dire, si on peut voir la calculation sur le transparent, ça veut dire que 3 jours vont diminuer le PIB par 12,3 milliards d'euros. On peut penser par équivalent de quelques jours de grève. On peut penser à l'attaque des APT, menaces persistantes avancées de l'histoire de l'année dernière. Par exemple, Cozy Bear, basé en Russie, c'était SolarWinds, ou Hafnium, c'était basé en Chine, mais opérant à partir de serveurs privés virtuels loués aux États-Unis. C'était le Microsoft Exchange affaire, et tous les deux sont probablement parrainés par l'État. Probablement. Merci. Alors, les coûts cachés du réseau en carence de confiance, on peut calculer le déplacement de la demande pour 2 secteurs de l'économie. L'un, ce sont les infrastructures critiques. On a essayé d'estimer les numéros pour les 4 pays, Allemagne, France, Italie et Portugal. Et on a calculé, ce sont environ 2 milliards 500 millions d'euros, par exemple pour l'Allemagne.
c'est le risque de déplacement de la demande utilisatrice d'infrastructures critiques sur la base d'une technologie non fiable en 4G. On a fait ça sur la base en 4G parce qu'il n'y a pas encore des informations concernant 5G. Le déplacement de la demande entre opérateurs des réseaux, concernant la proportion des fournisseurs mis en doute, fournisseurs équipementiers, déplacement de la demande en direction des réseaux sécurisés, ou l'alternative voudrait être renoncer à la 5G, mais ça voudrait dire perte de la productivité. Pourquoi les coûts sont-ils bas en France comparés avec l'Allemagne? Les opérateurs des réseaux n'utilisent pas de technologie non fiable dans le réseau 4G, 5G. Et ça, c'est pourquoi la France est si faible et l'Allemagne est si forte ici dans les numéros. Pourquoi les coûts sont faibles en Portugal? Le Portugal utilise une définition très étroite des infrastructures critiques. Merci. Ici, vous voyez le même pour le secteur d'entreprise avec une forte intensité de propriété intellectuelle. Ici, on peut aussi voir que les enjeux sont élevés en Allemagne. Quand on parle de démontage et remplacement, ou on dit en anglais rip and replace. Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être maintenant? Déjà, il faut mettre les coûts en perspective. Les coûts sont hauts, mais peut-être il y a des exemples d'Allemagne ici et de UK, Angleterre. Le Deutsche Telekom, c'est un des opérateurs grands en Allemagne, a estimé que ça voudrait coûter 3 milliards d'euros. Et en Angleterre, British Telecommunications a dit que c'est environ 500 millions. C'est la déclaration des résultats du troisième trimestre 2020. Et quand on met ça en perspective, on peut voir la différence. La différence est peut-être la vérité entre les deux numéros, mais en perspective, ça voudrait dire que ce sont 65 € par client de téléphonie mobile en Allemagne. Et ça, c'est pas trop plus, pas encore assez grande. Il y a une étude de Oxford Economics d'Angleterre estimant des coûts induits par la diminution de pression concurrentielle sur les équipementiers. Ça veut dire l'exclusion de un ou deux équipementiers. Et selon Oxford Economics, en temps de ratio combiné, il y a un effet prix, un effet de croissance et mettons les coûts en perspective encore une fois, ça veut dire l'augmentation du coût moyen des investissements voudrait être 3,18 € par abonné à la téléphonie mobile et l'estimation du coût irrécupérable dans quelques années. Ça voudrait être 83,11 € par personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les coûts cachés des réseaux en carence de confiance, il y a besoin de mesures techniques et organisationnelles de protection. Il y a, de notre point de vue, 6 dimensions. Ce sont des banques d'essais, des laboratoires d'essais,
idéalement européenne, afin de mettre à jour continu du logiciel du réseau. Ça va rendre nécessaire un contrôle indépendant. Le deuxième point, c'est l'information sur les menaces. On a besoin d'un centre de partage et d'analyse des informations. Le troisième point, c'est la surveillance du flux des données continuée. Le quatrième point, c'est l'intelligence artificielle devra être utilisée dans les réseaux 5G. L'autre point, c'est coûts réglementaires, par exemple pour la rédaction, l'adoption et l'application des lois. Et le dernier point, c'est responsabilité et transfert de risques, par exemple par cyber assurance. Alors, je ne vais pas lire tous les points ici, mais c'est comment les coûts sont partagés, les coûts cachés des réseaux en carence de confiance sont partagés entre les payeurs, entre les opérateurs, les autres payeurs, des clients et les différents types de coûts. Il y a des coûts internes et il y a des coûts externes. Et vous voyez ici les différentes dimensions. Et la question, c'est pourquoi les opérateurs de télécommunications ne peuvent pas simplement décider de la technologie à utiliser. Je pense que c'est parce que le coût de leur décision est supporté non seulement par eux, mais aussi par leurs clients et les contribuables. Il faut dire que ce diagramme, c'est pas le calcul des limites, mais des estimations. Et notre étude, le policy paper, n'examine pas dans quelle mesure l'augmentation des coûts peut être répercutée sur les clients, mais c'est justement une estimation où sont les coûts au début. Maintenant, c'est M. Laurier. Merci à Younes pour cette présentation. Je vais essayer de rebondir en essayant de faire ressortir quelques éléments, quelques idées forces de ce rapport, comment j'ai pu le ressentir et comment j'ai pu réagir un petit peu par rapport aux différentes analyses qu'il a menées, comment il a pu également construire. Donc, dans un premier temps, je vais être simplement descriptif de ce que le rapport évoque en matière de chiffrage de préjudices et comment il les a construits et quels sont les montants, quels sont justement ce que ces évaluations vont donner. Et puis, dans un deuxième temps, je serai plus sur quelques questionnements qui aideront éventuellement à ouvrir le débat par la suite, ce qui m'amène d'ailleurs à voir probablement un petit peu trop transparent. On va en sauter quelques-uns au passage. Je rassure tout de suite l'audience parce qu'il ne s'agit pas d'assommer un petit peu les gens avec trop de chiffres, mais je vais lancer quelques tentatives d'idées et puis éventuellement les gens pourront se les approprier, les réfuter, contester, mais qui sont une sorte de prise de recul également sur ce qu'est la 5G. Donc dans un premier temps, chiffrage des éventuels préjudices s'il y avait instrumentalisation de la 5G par un acteur qui, pour des motifs qui seraient d'ordre géopolitique, éventuellement serait amené à utiliser de manière déviante un tel outil. Et puis dans le deuxième temps, essayer de prendre un petit peu de recul sur ce que sont les menaces qui risquent de nous toucher à partir du moment où on déploie ces technologies avec les évolutions d'architecture, d'accès aux informations, de maîtrise de l'outil que ça implique. Donc, dans un premier temps, le but un des buts de ce rapport était d'évaluer ce qu'était le degré d'exposition pays par pays. J'espère que je ne vais pas trahir la pensée des auteurs. Et puis, cette exposition, c'est une dépendance avec deux niveaux possibles. Le premier niveau, il y a des dégâts effectifs qui vont être commis si on instrumentalise l'outil qui est la 5G
pour perpétrer des attaques visibles ou moins visibles. Et puis, ça peut être aussi une dépendance par l'hypothèse d'activation qui en soi est un outil diplomatique éventuel, un outil d'influence, c'est-à-dire qu'il n'y a parfois pas besoin, on est dans de la dissuasion, on retombe les vieux principes du nucléaire, la seule dissuasion est déjà un premier outil sans avoir besoin de passer à la phase purement technique éventuelle. Et les deux grandes questions qui se posent régulièrement dans ces cas-là, c'est évidemment quel est le montant des préjudices, ce qu'on va essayer d'affiner un petit peu, et puis deuxièmement, quelle est la probabilité d'occurrence. La probabilité d'occurrence posant un petit problème, puisqu'il y a bien là sur la dimension technique, est-ce que c'est faisable de lancer une attaque, mais est-ce qu'il y a derrière une volonté, une intention dans un jeu à nouveau géopolitique? Donc on passe cette fois-ci dans est-ce qu'il y a une volonté de passage à l'acte à un moment donné, à partir du moment où cet outil est déployé dans un pays donné. On va voir d'abord au niveau des scénarios ce que l'étude a pu construire et si je peux résumer les auteurs, on a 3 grands scénarios qui ont été envisagés. Le premier est appelé boucle d'or, par référence à un monde un petit peu idéalisé de contes, de romans, et où tout se passerait bien, c'est-à-dire où finalement tout le monde se convertirait à une sorte d'économie pure et parfaite avec une logique de simple concurrence par la technologie, par les prix, par la qualité du produit, et où personne finalement n'aurait d'intérêt à biaiser ce système en instrumentalisant une technologie telle que la 5G pour essayer d'aller vers des hypothèses d'espionnage industriel ou de la mise en panne éventuellement des dispositifs. Ce qu'évoquait Johannes à l'instant, combien coûterait une panne qui durerait par exemple 3 jours, c'était dans ces chiffrages. Donc là, boucle d'or, c'est le cas idéal où ça n'est pas mis en route. À l'autre extrême, on a un scénario catastrophe que les auteurs ont appelé Armageddon et qui là est qu'est-ce qui pourrait être imaginé de pire en matière d'enchaînement, non pas simplement l'activation d'une panne ou autre, mais tous les enchaînements qui arriveraient d'un point de vue industriel, social, sur nos systèmes de transport, nos systèmes nos villes intelligentes et ainsi de suite. Et au milieu, ils ont inséré ce qu'ils ont appelé le scénario réaliste. Et je me suis toujours demandé si le mot réaliste ne renvoyait pas d'ailleurs à l'histoire allemande un petit peu, c'est-à-dire quelque chose qui est de la diplomatie sur le long terme, une vision de long terme. Scénario réaliste est qualifié tel parce que c'est celui qui, aux yeux des auteurs, a le plus de probabilité d'entrer dans les faits, c'est-à-dire que ce serait quelque chose qui serait un petit peu intermédiaire. Il y aurait relative instrumentalisation de l'outil, mais jusqu'à un niveau où ce ne serait pas trop détectable, ou en tout cas, quand c'est détecté, ça reste niable, contesté, etc. Donc, c'est une demi-activation en quelque sorte. Et vous voyez que ça nous permet de replacer ces 3 scénarios tout simplement sur une échelle qui va d'un minimum d'activation, c'est-à-dire 0, le boucle d'or, jusqu'à un maximum qui est Armageddon, avec cet intermédiaire. Une petite précision, et les auteurs ont tout à fait raison de le dire, c'est que même si l'activation est 0, le coût n'est pas 0, puisqu'on revient à cette hypothèse, cette logique de dissuasion et d'outils comme on en a connu il y a 50 ans au moment de la guerre froide, c'est-à-dire que même si il y a inactivation d'opérations illégales en quelque sorte, comme vous ne pouvez jamais en être tout à fait sûr, vous, du côté en quelque sorte défenseur, utilisateur, vous êtes obligé de déployer déjà des systèmes de sécurité, de surveillance, de gouvernance et ainsi de suite. Vous êtes obligé, comme l'évoquait Johannes, de mettre en place des dispositifs judiciaires et même quand il y a inactivation de toute forme de nuisance, il y a un coût qui reste chez les utilisateurs potentiels de ces technologies. Et je vais passer cette fois-ci à la page suivante, qui est
Oui, voilà. Tout à fait, oui, oui. C'est ça? Non, c'est sur la suivante. Voilà, voilà. Avant. Encore avant. Comme ça. Oui, 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 c'est parfait. Il y a, quand les auteurs ont essayé de construire ces 3 scénarios, ils ont essayé également de les caractériser un petit peu, et on s'aperçoit que dans le cas Boucle d'Or, la répétabilité de ce genre d'attaque n'a pas de sens, puisque de toute manière, l'occurrence, c'est 0. Par contre, lorsque c'est un scénario réaliste, comme on est à un niveau où la détectabilité est faible, eh ben, on peut le répéter un nombre important de fois. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, ce ne sont pas des coûts élevés, mais comme ils se répètent, au final, ça peut user une économie, fragiliser les producteurs nationaux et ainsi de suite dans la compétition internationale. Quant au scénario catastrophe, les auteurs considèrent que la répétabilité est faible au sens où ce serait tellement cataclysmique qu'un seul coup serait une sorte de divorce définitif et où l'usager se tournerait vers des technologies alternatives. Je me suis demandé si sur ce point le rapport n'était pas un petit peu optimiste, à dire que quand on prend une grande claque, on fera en sorte de ne pas la reprendre une deuxième fois. J'ai peur que l'histoire, y compris l'histoire récente, montre qu'il y a beaucoup de pays qui, lorsqu'ils ont pris un grand choc, ont tendance à appliquer la recommandation, je crois que c'est Saint-Matthieu, de tendre l'autre joue. Donc, je ne suis pas sûr que là-dessus, le scénario catastrophe, lorsqu'il dit ça ne peut arriver qu'une fois, ça ne peut être qu'un fusil à un coup, je me demande si ce coup-là, ensuite, ne sert pas à faire peur et à maintenir dans une obéissance celui qui aurait été victime. Et je vais passer au suivant. Et la détectabilité, c'est ce qu'on voit. Ici, je marquerai simplement un accent, c'est que la détectabilité d'une non-attaque, puisqu'il y a le scénario boucle d'or, vous pourrez n'en faire le bilan qu'à la fin du cycle de vie de la technologie et de son usage. C'est-à-dire que ici, la détectabilité, vous aurez l'information dans 10 ans. Dans l'intervalle, vous êtes dans l'expectative et ça génère, comme on l'a vu, ça génère un certain nombre de coûts de précaution, de mise en forme d'une gouvernance et d'une supervision. Je vais pouvoir passer au suivant. Ces 3 scénarios-là se recoupent avec 4 autres. C'est pour ça que j'ai essayé d'être un petit peu pédagogique. Donc, les 3 scénarios qu'on vient de voir sont d'ordre géopolitique. Est-ce qu'un acteur va activer ou non une attaque ou une captation d'informations ou une mise en panne d'une technologie à distance parce qu'il a un relatif contrôle dessus. Et là, on raisonne géopolitique puisque c'est une question de volonté de passage à l'acte. On va avoir ici, c'est un croisement avec 4 autres scénarios qui sont simplement d'ampleur de ce qui sera passé en termes d'événements. Et les 4 scénarios sont les suivants. Imaginons petit a, ce petit appareil qui devient maintenant notre traceur et notre couteau suisse en même temps. Donc, on ne sait pas si c'est un ami ou un ennemi, mais en tout cas, on devient quasi inséparables l'un de l'autre. Imaginons tout simplement qu'il tombe en panne. La téléphonie, ou du moins que, à part les antennes, par la 5G, ça ne puisse plus, pas au niveau du téléphone, mais au niveau du réseau, ça ne puisse plus communiquer, y compris les SMS. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est d'imaginer la même chose, mais avec tout ce qui concerne les objets communicants qui seront reliés avec la 5G, et c'est d'une grande vocation de la 5G, justement, d'irradier dans tous les dispositifs techniques industriels, urbains, où on mettra de l'intelligence ou de la dite intelligence. Et qu'est-ce qui se passerait si ça aussi, ça devenait inopérant, ne pouvant plus fonctionner par les réseaux. Troisième niveau, imaginons cette fois-ci que les réseaux servent puisqu'ils ont comme capacité de transmettre de l'information, qui transmettent de l'information nuisible, et on revient sur tout ce qui est cryptovirus et autres possibilités. C'est-à-dire que ce serait cette fois-ci un vecteur, non pas par sa mise en panne, mais un vecteur d'attaque, et qui toucherait par exemple les données, le patrimoine numérique des acteurs économiques, des entreprises, des laboratoires et ainsi de suite. Et puis le 4e niveau, c'est un peu une variante de Stuxnet, c'est avant d'avoir fait ce chiffrage et cette mise en panne globale, qu'il y a eu éventuellement falsification
modification d'un certain nombre de consignes, de transmissions, d'ordres et autres. Et là, on se trouverait avec un risque d'accident éventuellement avant la mise en panne globale. Je vais passer à la suivante. Donc, voilà un petit peu ce qu'ont donné les 4 scénarios concernés. On est sur une échelle qui est un peu logarithmique, enfin qui l'est, où on raisonne à chaque fois, c'est un zéro de plus. Centaines de millions d'euros, milliards, dizaines, centaines, milliers de milliards. Il y a déjà des études, notamment anglo-saxonnes, qui envisagent que sur une année ou sur un événement qui serait une sorte de tremblement de terre numérique, on puisse avoir des chiffrages maintenant en centaines, voire qui tendent vers le millier de milliards. Et comme la 5G, on se projette en 2030, voire au-delà, c'est des époques où c'est des chiffres qui ne seront pas nécessairement aberrants. Je vais passer à la suivante. Pour montrer que dans le cas de la France et l'Italie, qui ont un profil d'exposition à peu près identique par les technologies qu'ils utilisent, par les fabricants qu'ils utilisent, asiatiques, européens, etc., on se retrouve, vous voyez, ça c'est des études qui ont été menées il y a quelques années, sur le coût des cryptovirus en France concernant les entreprises, les hôpitaux, les administrations. On est en milliards et je suis même à craindre que maintenant on ait atteint probablement la dizaine de milliards de préjudices par les cryptovirus. Je pourrais envoyer un peu plus d'informations et il y a des repères bibliographiques qui sont dans le rapport. J'engage les auditeurs à s'y reporter. Donc, on est en milliards et on tend vers la dizaine de milliards si on n'a pas dépassé. Et vous connaissez tous le coût du Covid, puisque là, on raisonne aisément sur une année, même 2 ans maintenant, on est à minima en centaines de milliards. Alors, quels seraient les dégâts pour voilà. Pour la France, ce que l'on peut voir, c'est que le niveau le plus faible, celui où on verrait une mise en panne de tous les téléphones, c'est-à-dire pour les gens, c'est-à-dire une incapacitation assez forte dans leur quotidien, leur relation, prendre un train, échanger, coopérer et autres. On serait sur des petits montants en centaines de millions d'euros, plutôt à voir comme un minimum, mais c'est des montants qui sont tout à fait supportables, y compris par un opérateur, ça lui casserait la tirelire, et éventuellement par des assureurs si c'était dans ce qu'ils envisageraient de protéger, ce qui n'est pas sûr du tout, mais ça reste encore payable. Dès qu'on est sur le cas B, c'est-à-dire qu'on touche cette fois-ci l'ensemble des objets communicants, on tombe sur des degrés qui commencent à devenir difficilement supportables par les acteurs privés de l'économie. Et si on monte dans les cas C ou D, on s'aperçoit là que même les institutions régaliennes, l'État, et en fait l'État depuis une dizaine d'années, c'est les banques centrales lorsqu'il s'agit de payer, c'est-à-dire la création monétaire, là on serait vraiment au tout dernier niveau de ce qu'une communauté peut se payer, avec le risque qu'un jour on soit même en rupture de sécurité. L'Allemagne est sur des niveaux plus élevés, parce que son tissu industriel est plus important, parce que son recours à des équipementiers asiatiques est également nettement plus fort que pour la France, plus du double. Le Portugal est dans un niveau effectivement plus faible, qui rapporté à son PIB serait quand même extrêmement douloureux et peut-être même plus que pour la France. Du coup, je vais passer de plusieurs transparents. Et les 3 idées que je voulais, pour conclure, les 3 idées que je voulais essayer de faire passer, c'est le transparent d'avant. Encore un, merci. Voilà. C'est dire en fait pourquoi est-ce qu'il y a une mise en danger éventuelle et une menace qui peut être liée à la 5G. Il y a 3 choses. D'abord, c'est tout simplement du volume. On va activer de plus en plus, on va être capacité d'activer de plus en plus de terminaux. Votre voiture va devenir un terminal de la même manière que l'est votre téléphone. Le deuxième élément, c'est que la 5G utilise de moins en moins de composants physiques, les bons vieux, ce qu'on appelait à l'origine les transistors, les circuits intégrés, et puis tous les dispositifs qui sont des supports physiques, avec cette fois-ci une fabrication en usine, pour passer vers des systèmes de plus en plus logiciels. Or, les systèmes logiciels, ça va être des lignes de code en quantité phénoménale, ça va être
le fait qu'on est sur des technologies qui sont plus facilement attaquables et sur des codes, des logiciels qui sont modifiables, y compris modifiables à distance. Donc, cette virtualisation un petit peu est une exposition en nous faisant dépendre de plus en plus du logiciel. J'avais un collègue chercheur à Télécom dans le passé qui justement disait si on veut revenir vers la sécurité, revenons vers des supports physiques dans de plus en plus de nos outils. Or, on suit la trajectoire inverse. Et la troisième chose, c'est la décentralisation de cette intelligence, puisque c'est de moins en moins dans le cœur du réseau qu'une grande partie du fonctionnement va se décider et autres, mais on migre en quelque sorte vers les antennes, ce qui signifie vers les dizaines de milliers d'antennes qui vont parcourir le pays et où la capacité de savoir ce qu'il se passe et comment fonctionne une antenne va être beaucoup plus difficile que lorsqu'on était sur quelque chose de centralisé. Donc la décentralisation en soi est porteuse de menaces. Cette tendance au virtuel et au logiciel est également une source de risque. Et ça m'amène à trois questions que je vais voir brièvement, qui sont un petit peu plus loin encore. Voilà. Encore, oui, encore une, ça va être bon. La première, je disais, donc, puisqu'on décentralise, on amène la clé de contrôle des réseaux 5G depuis le cœur. On va vers une sorte de périphérie, vers les antennes. Et plus on va vers les antennes, plus, et je me réfère à un très bon rapport qui a été publié sous l'égide de l'ANRT, là aussi c'est dans les documents qui seront publiés, plus il y a délégation d'influence, c'est-à-dire que l'opérateur, à un moment donné, il ne sait plus très bien ce qui se passe. Tant que c'était centralisé, il arrivait à contrôler, c'était en quelque sorte sous ses yeux, sous sa main. Plus on décentralise l'intelligence, moins l'opérateur a de puissance par rapport à celui qui fabrique, qui fait la maintenance, et donc vers les équipementiers. Et ça nous pose un problème. Où va être le pouvoir demain? Et puis, je vais passer au transparent suivant. Encore un. Voilà. La deuxième question que je souhaiterais poser, c'est tout le monde maintenant a entendu parler des 0D. Je pense que même la ménagère de moins de 50 ans, prochainement, pourra mettre ça dans son vocabulaire. On voit une banalisation du concept, c'est-à-dire qui consiste à dire, dans ce que vous avez acheté sur l'étagère, il y avait des failles, des vulnérabilités, et puis un jour on les découvre, et si c'est le pirate qui les découvre le premier, ou si c'est le fabricant qui l'a fait volontairement, on se retrouve avec un temps de retard sur l'assaillant, nous, les victimes potentielles. Là, est-ce que ça garde encore du sens de parler 0D à partir du moment où c'est pas quelque chose, une faille, une vulnérabilité qui sera préexistante, mais puisque tout est en logiciel, tout peut éventuellement se modifier à distance. Est-ce que la vulnérabilité n'est pas susceptible d'apparaître à un instant T plus quelque chose, d'être très éphémère pour revenir à un système normal, c'est-à-dire que la vulnérabilité aurait été à un moment ultérieur, provisoire, et qu'il ne laissera pas nécessairement de traces. Du coup, ce concept même, au moment où on se l'approprie, le 0D, j'ai peur qu'il soit déjà un petit peu obsolète. Et le dernier point, puisqu'on passe cette fois-ci vers des logiques d'asymétrie, c'est est-ce qu'on peut se contenter d'une stratégie de réduction du risque? D'habitude, les informaticiens disent j'ai une sécurité à 98%, j'aimerais bien passer à 99%. Est-ce que ça a vraiment du sens de raisonner sur une réduction du risque à partir du moment où le déclencheur, c'est une volonté d'autrui? C'est-à-dire que votre sécurité soit de 98 ou 99, ça ne change pas grand-chose. S'il y a volonté en face, il y aura possibilité assez probable d'un égal déclenchement d'un défaut. D'où la question, c'est est-ce que la France ou les autres pays européens peuvent se contenter d'une stratégie de réduction de risque ou d'explication, et je reviens vers quelque chose qu'un de mes collègues chercheurs aime bien dire, c'est que le seul moyen de savoir qu'un matériel ou un logiciel est sécurisé, c'est de l'avoir conçu soi-même. Donc on renvoie sur des temps, et ça nous renverra peut-être sur d'autres débats, la souveraineté numérique à l'échelle d'un pays, d'un continent ou autre, mais on en est là. C'est-à-dire que j'ai envoyé 3 questions, j'ai débordé certainement de mon temps de parole un petit peu, mais j'espère que ça peut être fructueux et que le public rebondira là-dessus. Et je prie Charles de m'excuser.
Merci beaucoup Philippe. Merci à vous trois pour la présentation des travaux que vous avez réalisés dans le cadre de ce projet. Je vais tout de suite céder la parole à Charles en lui demandant de réagir sur ces présentations et puis sur les travaux puisqu'il y a eu accès. À toi, Charles. Oui, merci Sylvie, merci à vous trois pour vos présentations qui sont très complètes et donc je ne vais pas avoir beaucoup de choses à ajouter sinon de faire un petit pas de côté, disons, pour remettre tout cela en perspective, en tout cas selon ma perspective, bien évidemment. Alors, bon, pour commencer, je tiens à souligner quand même que ce rapport est très important. Il arrive opportunément dans le contexte actuel, alors que la 5G connaît un déploiement très rapide dans le monde, avec plus d'une soixantaine de pays qui l'ont déjà adopté, même si les réseaux sont encore essentiellement situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie orientale, ce qui fait quand même de larges bandes de la planète qui sont en dehors de ces technologies. Et je voudrais parler surtout des enjeux stratégiques finalement qui ont trait à la 5G. Moi, je crois que l'enjeu que représente la 5G d'un point de vue stratégique tient à deux processus qui sont à la fois distincts mais étroitement liés, si je puis dire. D'abord, bien sûr, la numérisation généralisée des activités humaines, d'une part, et d'autre part, la restructuration du système international autour de l'antagonisme sino-américain. Je crois que l'enjeu n'est rien moins que de définir la nouvelle grammaire des relations internationales, c'est-à-dire, pour filer la métaphore, d'attribuer la place d'objets et de sujets dans cette syntaxe géopolitique, avec ceci de notable que les États-Unis comme la Chine entendent chacun occuper seul la fonction prééminente d'hégémone. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la 5G finalement ? À mon avis, la 5G, elle fait partie de ce répertoire de techniques qui comprend aussi l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, dans une moindre mesure encore pour l'instant l'informatique quantique, un répertoire de techniques donc que les principaux dirigeants de la planète ont identifié pour de multiples raisons comme des instruments de puissance. Et à l'instar, naguère, du moteur à explosion ou de la fission nucléaire, par exemple. Et le point commun entre toutes ces techniques, c'est de perturber les fondements mêmes de l'ordre économique et géopolitique international et d'être essentiellement dual, c'est-à-dire assignable tant à des objectifs civils et commerciaux que militaires et sécuritaires. Et effectivement, les progrès obtenus en termes de débit, en termes de latence, en termes de densité des terminaux avec la 5G, eh bien, tout cela, ça ouvre de larges perspectives sur de multiples champs de l'activité humaine. Parce que déployer massivement la 5G, c'est théoriquement permettre la massification des véhicules intelligents, et demain peut-être des véhicules autonomes, y compris à usage militaire. C'est permettre le déploiement de services urbains connectés dans le cadre des villes intelligentes, des smart cities, ou des safe cities même, c'est-à-dire leur pendant sécuritaire. Et puis, c'est aussi renforcer, bien sûr, le contrôle sociopolitique des populations en déployant à grande échelle, ou à petite échelle, si on respecte la terminologie géographique, des caméras connectées, mobiles, équipées de logiciels de reconnaissance faciale, par exemple. Les enjeux sont donc à la fois majeurs et étendus. Ils sont majeurs pour les acteurs économiques comme pour les États qui disposent, on le sait, de la compétence éminemment régalienne de contrôle du spectre des fréquences. Et beaucoup d'études ont mis en exergue notamment l'attrait économique de cette technologie. Parmi les études récentes, on peut peut-être citer celle du cabinet Omdia commandé par Orange qui prévoit que le déploiement de la 5G devrait générer plus de 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, en Espagne, en Pologne, en Belgique et en Roumanie d'ici 2030. La France, d'après cette étude, représentant près de la moitié du total de cette somme. Et on rappellera aussi que l'attribution des fréquences 5G aux opérateurs français a déjà rapporté la coquette somme de 2,8 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. 2,8 milliards d'euros à l'État, pardon. Ce n'est pas rien. Même si c'est bien inférieur aux 6,5 milliards d'euros qu'ont chacun engrangé les États allemands et italiens.
On comprend bien dès lors que la 5G attise toutes les convoitises les plus variées, et qu'elle soulève un certain nombre de problèmes pour les acteurs concernés. Alors d'abord parce que, ça a été rappelé, d'un point de vue technique, la 5G se distingue nettement des dernières générations de téléphonie mobile. Avec la 5G, on passe d'une infrastructure de télécommunication traditionnelle, fondée sur des composants matériels propriétaires sur lesquels les opérateurs historiques ont le contrôle. On passe de cette infrastructure traditionnelle à une infrastructure essentiellement fondée sur le logiciel. Or, introduire davantage de logiciels, ça a été rappelé, c'est introduire ipso facto un risque plus important de vulnérabilité au plan informatique, au plan cyber. D'où l'épineuse question de savoir si on laisse ou non les opérateurs s'approvisionner en équipement Huawei. Question épineuse parce qu'il y a deux niveaux de réponse. D'un point de vue technique, on peut imaginer que Huawei introduise une backdoor, une porte dérobée en bon français, c'est-à-dire un accès caché dans ses équipements pour dérober des données, pour les corrompre, pour les détruire, pourquoi pas, voire pour occasionner un blackout généralisé. Et c'est non seulement envisageable, mais c'est un risque qu'il faut prendre extrêmement au sérieux. Imagine-t-on des véhicules autonomes auxquels on transmettrait de fausses données GPS. L'effet pourrait être catastrophique. Mais il faut bien admettre que pour le moment, pour l'heure, il n'existe pas de cas documentés et rendus publics d'une telle manœuvre sur les équipements de Huawei. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que ça n'a jamais été le cas et que ça ne le sera jamais, mais en tout cas, pour le moment, on ne peut pas le démontrer. L'autre niveau de réponse qu'on peut apporter est d'ordre géopolitique. Les liens de dépendance structurels qui unissent Huawei à l'État-partie chinois sont évidemment au centre de toutes les attentions. Qu'il s'agisse des statuts du Parti communiste chinois ou du droit qui régit le texte qui régit le droit des sociétés en Chine. Qu'il s'agisse aussi de la loi contre l'espionnage du 1er novembre 2014 ou la loi sur le renseignement national du 27 juin 2017, il existe en effet ce qu'on pourrait appeler un écheveau de normes juridiques ou parajuridiques qui, quelles que soient les intentions de la firme, contraignent Huawei à collaborer avec les autorités chinoises, à suivre les instructions du parti et à fournir les informations en sa possession aux services de renseignement qui les réclameraient. Ça, c'est clair et net. Je vous renvoie notamment aux articles 7 et 14 de la loi sur le renseignement national. Ce qui est clair aussi, c'est qu'il existe des preuves de la collaboration de Huawei avec les autorités, et notamment avec certains bureaux de la sécurité publique au Xinjiang, qui sont rattachés au ministère en charge de la lutte contre les opposants politiques, de la lutte contre le crime organisé, qui est aussi chargé de la gestion des laogai, ces camps de rééducation équivalents au goulag soviétique, et qui est chargé également du fichage de la population. C'est pourquoi, en effet, l'internationalisation des activités de Huawei, par le biais des Safe Cities notamment, et donc de la 5G en partie, soulève des inquiétudes légitimes. Et dans le même temps, il serait malhonnête de glisser sous le tapis les liens qui existent entre les entreprises technologiques américaines et les autorités américaines, qui sont très bien documentés aussi, y compris en matière d'espionnage. Je ne vais pas rappeler toutes les révélations d'Edward Snowden à ce sujet, en particulier à propos du programme PRISM ou à propos des backdoors introduites par la NSA dans les routeurs, les commutateurs réseau, les serveurs de certains équipementiers destinés à l'export. On a donc bien quand même des preuves de l'introduction de backdoors dans les équipements de fournisseurs américains exploités par des services de renseignement. S'il est donc un critère sécuritaire tout à fait légitime dans le fait de choisir un autre équipementier que Huawei, la décision qui a été prise par la plupart des démocraties libérales est avant tout d'ordre politique et géopolitique. Et ce choix, effectivement, il répond à notre alliance stratégique avec les États-Unis et à la pression exercée par ces derniers sur leurs partenaires. Car je crois qu'il ne faut pas en douter, sans cette pression diplomatique, ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre n'auraient marginalisé ou carrément exclu Huawei de leur marché 5G respectif. Pour cause, l'offre de cet acteur était très compétitive. Alors, pour conclure ce rapide aperçu des enjeux stratégiques de la 5G, je terminerai sur un point qui me semble fondamental. Je
crois que vous l'aurez compris avec ma présentation, c'est que la technicité du débat tend effectivement à occulter un ensemble de questionnements beaucoup plus vastes. Et parmi eux, il y a ce conflit latent entre les États-Unis et la Chine qui devient de plus en plus inquiétant, et à raison. On a deux machines de guerre qui se font face, qui agglomèrent autour d'elles des systèmes technoscientifiques composés de grands groupes technologiques, de startups innovantes, d'universités aussi, et que leurs états de tutelle alimentent en subventions, en contrats lucratifs et autres avantages en vue de cette conflagration annoncée. Et cette course vers l'abîme, eh bien, elle n'est possible que parce que les grands de ce monde ont identifié les technologies émergentes, dont la 5G, comme des éléments de suprématie. Un peu comme si celui qui détenait le plus haut niveau de sophistication de ces technologies devait fatalement et éternellement subjuguer tous ses rivaux. Sans doute y a-t-il là une grande part de fantasme. Et ça, soit dit en passant, on pourrait se demander comment un même fantasme peut traverser, pour emprunter une formule de Lucien Febvre, des univers mentaux aussi éloignés que ceux des dirigeants chinois et américains. Néanmoins, que nous les partagions ou non, gardons-nous de mépriser la puissance de ces fantasmes. Leurs effets sont parfois bien plus réels que leurs causes. Voilà, je vous remercie. Merci Charles. Alors moi, je retiens de tous nos échanges plusieurs idées. Déjà, et je pense que tout le monde est conscient de ça et qu'on l'a bien compris, l'importance que va avoir la 5G dans nos vies quotidiennes, dans nos modes de vie, probablement bien plus que n'ont pu l'avoir la 3G et la 4G, et la difficulté du passage de la 3G à la 4G. Et de fait, le coût, les risques, alors avec plusieurs scénarios de risques que présente l'exploitation de ce réseau 5G et le risque finalement qui est des attaques ou des problèmes sur ce réseau. Et on l'a vu même dans le cas d'un risque minimum, le scénario de boucle d'or, il est quand même question de quelques dizaines de milliards d'euros de coûts. Mais ce que j'ai bien aimé dans vos interventions et ce qui ressort en fait dans vos interventions, le mot n'a été prononcé que par Philippe, mais je trouve qu'on retrouve ça dans toutes vos interventions, c'est cette question de la souveraineté. Finalement, être souverain, c'est se donner les moyens de maîtriser le risque. Et ça me fait étrangement penser cette souveraineté, puisque vous le savez, mes sujets de prédilection, c'est les questions de défense. Et il est beaucoup question de souveraineté nationale, mais plus récemment de souveraineté européenne sur ces questions de défense. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'était peut-être comment une souveraineté européenne, et j'entends par là finalement la sécurisation des réseaux 5G en européen, une véritable stratégie de sécurisation des réseaux 5G en Europe. Est-ce que d'abord c'est envisageable? Est-ce que c'est c'est partagé par un certain nombre de pays européens que la nécessité d'agir ensemble? Et donc si c'est envisageable, est-ce que ça peut être la sécurisation commune peut être un moyen de fond réduire les coûts, en sachant qu'il y a deux questions dans ma question, c'est-à-dire est-ce qu'on construit un réseau commun, et j'ai l'impression qu'on a quand même pris des décisions très différentes en Europe, enfin pas forcément très différentes, mais relativement différentes en matière d'équipement 5G, et est-ce qu'on est dans une logique finalement d'amplifier la souveraineté européenne et donc de sécuriser un réseau 5G européen, au niveau européen? Qui veut répondre à cette question? I can try. Yeah, you can try, and even in English if you want. That would be nice. Thank you. Well, first of all, if we talk about sovereignty in Europe, 5G is one of the few digital cases where we actually have two major companies coming from Europe who are well equipped to be competitive against Chinese or South Korean or any other competitor. So as the European Union, we have sovereignty if we want it, if we are willing to pay the price. The other thing is, and that is something we had to leave out because we could not present the entire policy paper here in this brief period of time, is there is approaching an alternative to the big
system suppliers of 5G technology. So the 5 that I've showed in one of the first slides. And that is called Open RAN. Open RAN is a standardized version of 5G where many more suppliers can participate in the market by supplying one piece that is necessary for a 5G network. So that, again, 3 economists here on the table, you know, if you have more competitors, that is always good. And if you have choice, then that increases your sovereignty. So there's hope on the horizon, but I have to admit it's at the moment, if you have to decide to build a 5G network now, it's, well, you either pick a European system provider or a Chinese. Et comme économiste, je me permettrai de rajouter que si nous décidions d'une politique, d'une stratégie commune en la matière, on pourrait imaginer des économies d'échelle et donc une réduction des coûts, bien évidemment. Est-ce que Johannes ou Philippe, vous voulez réagir sur cette question de la souveraineté, qui est par ailleurs relayée par nos auditeurs, c'est Valérie en particulier, qui dit que c'est effectivement le cœur du problème. Oui, le cœur est l'objectif. Après, construire la souveraineté, on sait que ça va être d'une difficulté extrême parce qu'il y a une mosaïque au niveau européen. Donc, il faut voir quel est le commun dénominateur à ce moment-là, quelles peuvent être les briques qui permettraient aux différents acteurs de respecter leur culture, etc. Donc, il y a toute une construction à faire. Je pense que c'est faisable. À mon avis, le premier élément, c'est de réinvestir dans la recherche. Il était assez intéressant, un terme n'a pas été évoqué, on se souvient du fabless. Le fait que nous allions avoir des équipementiers européens qui n'auraient plus besoin d'usines. Et donc, les usines sont parties, elles ont migré dans des pays à moindre coût. Et puis, on s'aperçoit que les laboratoires aussi ont migré. Donc, comment faire revenir ce savoir-faire technologique, comment reprendre? Nous avons pour le moment 2 équipementiers, c'est vrai, mais ils étaient un petit peu en limite sur la 5G. Et est-ce qu'ils seront au niveau pour des alternatives futures? Donc, à mon avis, le premier élément, il est de remettre des moyens dans la recherche, dans la construction de laboratoires, de centres de recherche et autres. Avant, la meilleure des sécurités, ce sera d'être des concepteurs des futures technologies, parce qu'on mettra la sécurité d'emblée et on aura moins de coûts. Et ça revient à la chose suivante, c'est est-ce qu'on met de la sécurité a posteriori sur quelque chose qu'on n'a pas construit, bâti, conçu, ou est-ce qu'on remet de l'argent dans la recherche? Et là, on peut intégrer les préoccupations de sécurité dès la conception, dès l'origine des projets. Et ça me semble être, Johannes pourra peut-être avoir un autre point de vue, mais je crois que c'est au niveau de la recherche, pour le moment, qu'on peut avoir le meilleur effet de levier si on a des actions communes ou menées en parallèle. Oui, bien sûr, d'accord. Une autre chose, on pourrait parler c'est l'initiative Open RAN. Peut-être, je crois que tu connais ça peut-être mieux que moi, mais Open RAN va déplacer le pouvoir de marché, je crois, parce que maintenant, c'est les producteurs européens et asiatiques, en fait, pas seulement chinois, mais aussi, je crois, Corée du Sud. Et avec l'arrivée de Open RAN, ça va changer, je crois. Et peut-être que Charles peut-être voulait réagir. Oui, Charles, tu voulais réagir? La souveraineté numérique européenne, c'est un énorme sujet. Il y a, à mon avis, il y a 2 choses en tout cas qu'on peut souligner maintenant, c'est que les intérêts entre États membres de l'Union européenne sont beaucoup trop divergents actuellement pour faire souverain, justement, pour qu'il y ait un souverain émergent, un souverain qui puisse émerger. Parce qu'il y a des tropismes atlantistes,
slaves, extrême-orientaux ou nationalistes, qui font qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de trouver des positions communes pouvant permettre l'émergence d'un souverain. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est la capacité finalement de l'Europe à protéger ses entreprises, ses chercheurs, ses technologies, ses innovations. Dans la mesure où l'Europe s'est bâtie depuis le début sur des schémas libéraux, libre-échangistes, glorifiant et sacralisant la concurrence libre et non faussée, qui font que, par nécessité, elle ouvre finalement ces technologies, ces marchandises, ces innovations au reste du monde. Un reste du monde qui, par ailleurs, lui, est protectionniste et donc qui ne se soucie pas de ces mêmes règles. Et à mon avis, tant qu'on n'aura pas finalement trouvé des intérêts communs, enfin défini en tout cas les intérêts communs, et tant qu'on n'aura pas remis en question nos coordonnées économiques et politiques, je crois que la possibilité même d'une souveraineté, qu'elle soit numérique ou autre, sera toujours vouée à l'échec. Merci Charles. Et puis je précise que l'Europe s'est aussi construite autour de 6, puis de 12, puis de 15 pour arriver aujourd'hui à 27. Et que là aussi, c'est pas simple. Alors moi, je veux juste, je me tourne vers Johannes, je veux juste en néophyte demander si on peut préciser un peu ce qu'est cette initiative Open Run. Oui. Alors, c'est une initiative technique de permettre d'utiliser des composants des différents fournisseurs dans le même système. Maintenant, c'est une décision pour l'une, pour l'autre. C'est ça. Et avec le nouveau standard de connexion des différents composants dans Open Run, c'est possible d'adapter plus vite, d'échanger des composants plus vite. C'est une réduction de qu'est-ce qu'on appelle en anglais customer lock-in. Customer lock-in sont des coûts. Le fait d'avoir des consommateurs qui sont captifs, des clients qui sont captifs. Merci. Alors, on a une question de Constantin, une double question. Je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre à la première question et je ne sais pas si quiconque peut répondre à la première question. C'est: pensez-vous que le conflit armé entre la Chine et les États-Unis aura lieu? Donc, on va éviter de se prononcer parce qu'on n'est pas vraiment Madame Irma et que, en plus, c'est pas forcément notre sujet ce soir. Mais par contre, il y a une question qui complète et qui nous concerne directement. Est-ce que l'Europe est en retard en matière d'équipement 5G? Et est-ce que la France, ça ce sera peut-être pour Philippe, est en retard également? J'aurais tendance à dire oui, elle est en retard par rapport à ce que l'Asie a déployé ou autre, mais on n'est pas sûr que ce retard soit préjudiciable, au sens où plusieurs opérateurs, à commencer par Bouygues, ont signalé qu'à leur avis, de toute manière, le marché, l'usage, les consommateurs n'étaient pas encore tout à fait là, et que venir tout de suite maintenant la 5G, ce serait presque venir trop tôt. Donc, plusieurs acteurs importants européens, en tout cas français, considèrent que ce n'est pas un retard qui est négatif. Au contraire, on pourrait dire, est-ce que certains pays asiatiques n'étaient pas trop en avance pour occuper le marché, précisément pour avoir un effet vitrine, pour planter un petit peu un drapeau et autres? J'aurais tendance à dire, c'est peut-être eux qui étaient un peu trop tôt par rapport à la réalité des besoins et des technologies d'usage que nous. J'aurais tendance plutôt à dire, à mon avis, la France est dans un bon rythme et je ne suis pas inquiet sur le déploiement. Il n'y a pas eu que Bouygues, hein. Même du côté de SFR, de Orange aussi, ils avaient plutôt tendance à vouloir freiner. Et le déploiement de la 5G est relativement harmonisé en Europe, où il y a des pays qui sont plus à l'avance et d'autres un petit peu plus en retard? On parlait tout à l'heure du Portugal qui était peut-être moins sensible aux risques et aux coûts parce que fonctionnant avec un réseau un peu différent. C'était la question piège qu'il fallait. If I understood you right, maybe there's
we don't want to get too technical here, but what we are seeing now, when you see the little 5G in your phone, it is not the final stage of 5G. It is, in a way, a 4.5 5G system, an upgraded 4G system. Again, what is much more important is not the coverage of Paris or other cities or even the entire country with a 5G network for customers like us and our phones, but really the usage of 5G when it comes to autonomous driving or the steering of your new cyber factories that are much more digitalized than in the past, where 5G is being used to connect the machines and to connect the various parts of your company with one another. That is really where the importance is. And the problem, and I'm repeating what Johannes already said, is that if we allow the mobile network operators to just buy the cheapest technology there is on the market, what they in fact will end up doing is shifting the costs for securing the company's data from the network operator to the customer. And so these are the external costs that we've talked about extensively in our paper. And either these external costs are compensated in one way or another, or you need to have regulation in order to make sure that the mobile network operators have or take these security issues into consideration when procuring the 5G technology. Merci Tim. Alors j'ai Philippe Jérôme qui me pose une question. Pensez-vous que la 5G n'est pas plus un enjeu stratégique qu'un enjeu économique et qui revient sur le concept de souveraineté? Mais est-ce que le déploiement de la 5G a une dimension plus stratégique qu'économique? Alors, est-ce que, Philippe, vous faites référence à la question de finalement l'exploitation des données, les possibilités de surveillance ou autre, je ne sais pas. Mais bien évidemment, je suppose que, alors je vous laisse répondre, hein, Philippe, Tim et Johannes, mais qu'il y a des enjeux stratégiques évidents au-delà des enjeux économiques. Je ne dirais pas plus que les enjeux économiques, mais au-delà des enjeux économiques. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on a eu une avalanche de statistiques très prometteuses qui sont arrivées sur la rentabilité économique de la 5G au moment où il y avait le débat sur est-ce qu'on va la lancer. Ce qui fait que ça a évacué le débat puisqu'on a affirmé que ça allait nous ouvrir un Eldorado économique. Il n'est pas certain que cet Eldorado soit pleinement au rendez-vous dans le futur. Et la question est à mon avis, très, très pertinente. C'est si la rentabilité économique n'est pas aussi forte que ce qui nous a été promis, est-ce qu'il n'y avait pas derrière un désir plutôt de faire passer sous couvert d'intérêt et de rentabilité économique des décisions qui avaient des finalités effectivement plus de basculement de la société vers des systèmes plus coordonnés, voire surveillés. En tout cas, je n'ai pas la réponse, mais la question aurait dû être posée il y a déjà 2, 3, 4 ans. Elle n'a pas été, et c'est dommage parce qu'on se retrouve maintenant sur une autoroute à une vitesse élevée et on n'a pas réfléchi tout à fait sur la pertinence de la direction. Voilà, ça n'engage que moi. Hein. Peut-être que Johannes aura un autre point de vue, mais je crains que la personne ait raison. Et peut-être je vais laisser réagir Charles. Alors, ma connexion est instable et donc je n'ai pas entendu la moitié de la réponse. La question était de savoir si la 5G
présentait pas des enjeux plus stratégiques, économiques, et d'où aussi cette réflexion ou cette question qui a été posée dans chacun des pays européens sur les fournisseurs et les risques du réseau. Et Philippe répondait que, au fond, c'est une vraie question qui n'a pas été posée en son temps parce qu'on ne voyait que les enjeux de rentabilité, les enjeux économiques de la 5G, et qu'on aurait peut-être dû se poser effectivement. Oui, enfin, c'est certain que l'aspect stratégique pris au sens large n'est intervenu qu'au moment en fait, où Trump s'est emparé du sujet et a commencé à entamer sa guerre commerciale contre la Chine. Il est certain que jusqu'alors, c'était les enjeux économiques qui étaient mis en avant, en tout cas à la face du grand public. Est-ce qu'aujourd'hui, en revanche, est-ce que l'enjeu sécuritaire est plus important aujourd'hui l'enjeu stratégique est plus important que l'enjeu économique? C'est difficile à dire parce que est-ce qu'on parle dans la réalité ou est-ce qu'on parle dans l'opinion de ceux qui sont les principaux acteurs? Finalement, les deux tentent à se confondre. Ce que je disais tout à l'heure un petit peu, c'est qu'il y a une grande part de fantasme là-dedans. C'est-à-dire que ces technologies, aujourd'hui, on attend d'elles qu'elles nous fassent nous permettent des chiffres d'affaires mirobolants, qu'elles nous permettent des innovations en matière de gestion des services urbains, en matière de véhicules militaires autonomes, je ne sais quoi d'autre. Mais pour l'instant, tout cela reste très hypothétique. Mais le fait est que certains pensent que cela va arriver, que c'est inéluctable, une sorte de marche de l'histoire qui nous ferait aller dans ce sens-là. Et en tant que tel, ça devient un enjeu stratégique. Vous voyez, c'est comme... je fais le parallèle avec l'intelligence artificielle. C'est le mot de Poutine en 2017 qui disait « celui qui deviendra le maître dans ce domaine sera le maître du monde ». Bon, il dit ça, mais en fait, rien ne permet de l'affirmer, bien évidemment. Mais cette part de fantasme, en fait, a un tel effet sur les processus décisionnels au sein de chaque État, et je pense notamment en Chine, que ça en devient finalement un enjeu stratégique qui repose peut-être sur rien du tout. Merci Charles. Tim voulait réagir également. Oui, merci. So we are talking now about the 5th generation mobile network. When there's a 5th generation, it's very likely that there also will be a 6th generation mobile network. And I think the strategic question here can be split into two parts. One is what are we doing now with the technology we have and that we know, that is 5G. We have to make the decision now how to build these networks with what technology. Some countries in Europe have decided already and are already building these networks. Others are in the process. And you have to deal with the question whether or not you want to pose these external costs on security costs on your mobile network customers. The other is what are we trying to do to be competitive and sovereign in the future, 10 years from now, when 6G will become a reality. For that, we have to invest into research and do so on a country level, on a national level, but of course also on a European level. And that is something that is definitely necessary because Huawei is already investing heavily in this field. We see a few small programs already defining what 6G will look like, but that is a strategic question here. Do we still want to be in this race 10 years down the road? Then we have to start doing the research today. Mm-hmm. You can add to your sentence, we have to be competitive, sovereign, carbon neutral too. Et ma question pourrait être, est-ce qu'il y a des équipementiers, est-ce qu'il y a des fournisseurs qui vont être mieux disants en matière de lutte contre le changement climatique aujourd'hui? C'est pour vous dire, nous sommes à la conclusion de notre conférence, donc on va essayer d'ouvrir. Je vous laisse conclure si vous n'avez pas la réponse. C'était la question piège, mais n'hésitez pas à réagir. Juste une petite information, mais je laisserai la parole à Tim Power. On a vu arriver des informations qui n'étaient pas très enthousiasmantes sur les consommations
de certaines installations 5G en Asie et par rapport aux promesses qui avaient été faites, puisque un des grands discours, c'est qu'il y aura une réduction de la consommation énergétique par octet. S'il y a 10 ou 100 fois plus d'octets, il n'est pas certain. Et donc, à voir, mais à regarder de près, quelle est la consommation générée par la 5G. En tout cas, là aussi, on a eu dans un premier temps un discours rassurant. Il faudra valider. Et est-ce qu'on peut basculer vers des technologies alternatives? Je ne suis pas le mieux placé. En tout cas, il y a certainement des solutions à explorer, mais dans les équipements actuels, ce n'était vraiment pas la priorité, clairement. Ou en tout cas, pas au-delà d'un fichage. C'est peut-être pas une question de 5G, 6G, mais d'intelligence artificielle afin de accélérer les processus ou améliorer l'efficacité. Pour moi, c'est une grande question pour... No, I say it in English. No, I think this is a great question for a future study that IRIS and BICS should do together. And a future event. No? Absolutely, absolutely. No, it's very interesting, but I think we have to think about that a little longer and a little harder. Clairement. Je vais peut-être vous laisser conclure. Alors Charles, on te laisse parler le premier puisque tu as été le dernier à intervenir. Pour conclure, si tu veux nous dire 2 mots, je ne sais pas. Pour répondre à ta question, finalement, je décalerai le sujet du climat à la biodiversité. C'est vrai que la 5G, mais comme toutes ces technologies, en fait, sont très consommatrices de métaux, des métaux stratégiques, des terres rares, etc., et qui ont la particularité d'être dévastateurs quand ils sont extraits. Et on sait qu'il y a des zones entières en Asie, en Afrique, qui sont dévastées. L'écosystème, la biodiversité est dévastée à cause de ces extractions. Et ça rejoint finalement le sujet géopolitique, puisque l'acteur majeur de ces métaux stratégiques, notamment des terres rares, au monde, c'est la Chine, qui fournit 90% des besoins industriels en terres rares, qui maîtrise entre 50 et 60% des besoins du monde en cobalt, en lithium. Donc voilà, la boucle est bouclée et je passe la parole. Merci. Philippe, un mot de conclusion ou tout de conclusion, mais je la laisserai à Tim. C'est pour dire on aurait quand même intérêt. Je parlais du bilan qui n'a pas, enfin du bilan du bilan global, de l'analyse globale de coûts qui n'a pas suffisamment été faite au début. Pardon. Il n'est peut-être pas trop tard pour la faire, puisque somme toute, tout n'est pas encore joué et autres. Donc le coût global, c'est qui va supporter les éventuelles incertitudes en matière de sécurité. Si ça arrive, qui va payer et quelle est en regard la rentabilité de la 5G, puisque même là-dessus, il y a des questions. Donc, faire un bilan, rentabilité de la 5G et menaces liées ou incertitudes, expositions liées à la 5G. C'est un bilan qui n'a pas été fait et à mon avis, il n'est pas trop tard. Donc, ça mériterait d'être lancé en termes de travail actuellement. Oui. Tim, quelques secondes pour le... Famous last words. Well, I guess our study can be very helpful for countries beyond the 4 that we have looked at, because, well, as I said, in France, you already have, at least in parts, 5G. So do we in Germany. Portugal is a little bit behind, but they have started the process. But there are other countries who haven't made this decision yet. And for them, it's worthwhile, especially if they are maybe not as rich as France and Germany are, to take a look at this approach to see that maybe something that is looking like a good bargain in the first place might end up as being much more expensive for the entire economy if you look at the life cycle costs and include security in your cost-benefit analysis. And so, yeah.
Merci beaucoup à vous quatre d'avoir accepté ce débat et de participer à cette discussion ce soir sur la sécurité des réseaux 5G, le prix des incertitudes. Je ne suis pas sûre que nous ayons levé toutes les incertitudes, mais nous avons fourni de la matière à réflexion, et peut-être pour aller plus loin effectivement sur d'autres travaux ou d'autres études. Merci à tous, bonne soirée. Et à très bientôt pour un prochain événement IRIS. Et puis sur notre site, je vous rappelle, pour récupérer, alors j'ai vu dans les discussions que beaucoup d'entre vous ont déjà récupéré le policy paper et se sont connectés au site de BIGS. N'hésitez pas et nous vous mettrons ça sur notre site IRIS très prochainement. Bonne soirée à tous. Au revoir Charles. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.